Seul sur l'immensité de la mer de Chine. Au programme, 11 jours de navigation jusqu'à l'entrée du canal de Suez. Guy et Godelieve, les deux passagers du Nabucco, scrutent l'horizon. Et chacun s'occupe pour éviter l'ennui. À la bibliothèque ici l'autre jour, en mettant les cachets sur les bouquins, les cachets Nabucco, je trouve Lord Jim. Maintenant je fais lire Lord Jim, voilà. Ce matin j'ai fait du repassage, il faut bien que ça se fasse. Et je crois même que la machine attend que je sorte les pantalons qui sont dedans. Je savais pas du tout où on était ce matin. Et puis on s'éveille et il y a des fous de bassin. Je dis tiens, sur la route qu'on doit suivre, s'il y a les fous de bassin, c'est qu'on doit être aux alentours des Paracels. Bon, alors il y avait deux moyens. On les passait d'un côté ou on les passait de l'autre, je savais pas. Puis on est venu voir où on était. Et c'est amusant parce que les oiseaux les signalent, comme toutes les îles. On aurait envie d'aller voir plus près, mais... Quoi? On aurait envie d'aller voir plus près. Ah oui. Eugène, lui, comme chaque semaine, reprend son rôle de propreté dans les ponts supérieurs. Ses pensées sont loin d'ici, près de sa famille, qu'il ne verra pas avant 3 mois. On arrive au port et on débarque, on oublie tout ce qui s'est passé. Et pourquoi? Parce qu'il faut entrer dans la vie du monde qui sont sur la terre. On n'est pas sur la terre? On n'est pas sur la terre, on est sur la mer. Cette année, on va faire Noël un peu plus tard, février. On va célébrer chez moi. Combien d'enfants vous avez? Un enfant. Quel âge? En janvier, il va faire 11 ans. Vous serez là pour son anniversaire? Non, désolé. On va faire aussi, on va célébrer son anniversaire en février aussi. C'est la mois de célébration. 26 nœuds, vitesse constante, le travail se poursuit. Là, on est dans le bulbe apparemment, Ouais. jusqu'au 178. Alors là, il n'y a pas beaucoup de place pour y aller. Hein. Ouais, on ira pas tous les trois. Il faut vraiment ramper. Hein. Le plus petit va y aller. Ça J'ai tombe bien. toujours la bonne place, moi, à bord des bateaux. Donc on fait, d'accord hein, Ok. on est conscient de la chose. Ouais. Donc corrosion, état de la peinture. S'il y a du tuyautage à l'intérieur, on regarde un peu aussi ce qui s'y passe. Et puis je pense que c'est tout. Alors là, on vient principalement parce qu'on a été alerté par un navire où il a retrouvé des fissures. Donc on vient faire une inspection pour voir s'il n'y a pas des fissures également sur le Nabucco. Fermez la marchette. Ouais. Vous restez là. L'appareil, c'est toujours bon au niveau mesure, hein, aussi? C'est bon, c'est bon. Descendez, vous nous direz en arrivant. 21%. C'est énorme encore. 21% d'oxygène. Marie, le second capitaine, avance la première. Ouais. Quoi? Les gars, vous faites attention à ça. On va le remonter tout à l'heure, on va pas le laisser. 15 mètres plus bas, nous sommes sous le niveau des vagues. Encore quelques mètres et Marie va pouvoir se glisser à l'intérieur du bulbe pour tout vérifier. On a été voir s'il y avait des déformations de coque. Alors il y en a ou pas? Non, il n'y en a pas. Et si la peinture était correcte. La peinture est correcte. On a été voir aussi, des fois, il reste du matériel du chantier que les Coréens laissent à l'intérieur. Voilà ce qu'on a trouvé. C'est pas grand-chose comparé à d'habitude. Et on a été voir aussi si le ballast était inondé. Parce que c'est arrivé sur un autre bateau et il n'est pas non plus.
Le Nabucco compte une dizaine de frères jumeaux, des bateaux quasi identiques. Le moindre incident sur l'un entraîne des vérifications sur tous les autres. Dans le lointain, les côtes sud du Vietnam. Bientôt, ce sera la Malaisie. Nous allons parcourir plus de 4000 km en 4 jours. Et soudain, le petit signe qui prouve que la Terre est proche. Mamie, je suis au large de Singapour et ça risque de couper parce que je suis en mer. Bah peut-être parce que je suis en mer, je suis pas à quai. Alors, dis-moi. Eh ben ça se passe très très bien. Nous sommes sur le retour et je serai à la maison dans 2 semaines. Non, bah, c'est bien, je regarde la carte tous les jours. Mais je sais bien que tu regardes la carte. Si elle est là, elle est pas encore au Sébastopol. Aux Émirats? Aux Émirats. Ah non, non, aux Émirats c'est à l'aller. On ne fait pas au retour. Non, on fait directement Suez là. Ok? Il y a quel temps avec vous là-bas? Mais il a fait très chaud et très beau. Bah comme d'habitude, mamie. Hein. Mais du moment que ça c'est bien, c'est déjà pas mal. D'accord. Alors, je t'embrasse. Bon, je te fais plein de gros bisous et puis Et puis à très bientôt. et puis dans une semaine. Et puis surtout t'embrasses tout le monde tout le monde demain à Douarnenez. Hein. Gros bisous ma petite mamie. Au revoir. À bientôt. Ça paraît simple, non? Super simple. Ouais. Elle me fait rire en plus. Donc je vous expliquerai pas ce qui lui est arrivé, mais c'était très drôle. Ça a toujours été comme ça, les échanges avec les proches? Toujours aussi facile? Non, non, non. Ça fait pas longtemps que je navigue, mais au départ, il n'y avait pas de téléphone. Donc tout se faisait par lettres. Mais c'était sympa parce qu'en fait, dès que vous arriviez à quai, c'était la première chose que vous attendiez, c'était est-ce que j'ai du courrier. Et j'ai une petite grand-mère adorable qui m'écrivait dans tous les ports. Et qui apprend la géographie avec toi? Qui apprend la géographie avec moi. Elle a un planisphère. Et puis elle met des petites croix partout où je suis allée. Pour le commandant Savigny, Singapour et le détroit de Malacca, c'est le lieu de tous les dangers. Vitesse maximum et veille renforcée pour éviter les pirates. Le secteur est réputé dangereux. Une quinzaine d'attaques en 2005, à peine moins en 2006. J'ai un petit bouton là, qui me permet de déclencher une alerte si jamais je suis attaqué. Il n'y a aucune arme à bord. De toute façon, on n'en voudrait pas. Parce que bon, nous ne sommes pas des guerriers et de toute façon, il vaut mieux justement adopter un profil bas. On leur donne si jamais, par malheur, on est attaqué, eh bien, il est hors de question de se défendre. Hein. Pas prendre de risques. Par chance, la taille et la vitesse du Nabucco sont la meilleure arme contre les menaces et les actes de piraterie. Fin de journée dans l'océan Indien. La silhouette qui se rapproche est unique. Un bateau hors norme pour un moment d'exception. Nous croisons l'Emma Merckx, le plus gros porte-containers au monde. Capacité 14 000 containers. Moi, quand je vois ça, ça me fait penser, j'espère que je me trompe, vous vous souvenez, le choc pétrolier, Batilus, Bellamia, tous ces énormes pétroliers qu'on a mis en service parce qu'il fallait approvisionner en pétrole et qui, un an plus tard, ont été découpés. Moi, je suis allé à Antifer, à bord, je crois que c'était le Batilus. Un an plus tard, il n'existait plus. Si la Chine a un problème économique, tout ça, ça part à la casse. Et à partir du moment où ils investissent dans de tels outils de travail, c'est qu'ils y croient. Hein, et que la croissance chinoise ou de l'Asie du Sud-Est est loin d'être atteinte. Hein. Bon. Mais imaginez, nous, on est déjà relativement gros. Lui, qui est énorme, une collision avec perte totale.
pour les assureurs, ce serait une catastrophe. Le montant global dépasserait, d'après ce que j'ai lu, si mes souvenirs sont bons, plus de 4,5 milliards d'euros. Entre le prix des navires et la marchandise qui est à bord. Donc ça, je crois qu'il y a une réflexion qui est menée actuellement par les assureurs, parce qu'effectivement, quand on commence à comptabiliser, on se dit que les sommes en jeu sont colossales. Colossales. Doru est ingénieur à la machine, d'origine roumaine. Ce matin, il procède à une série de tests de compression sur différents cylindres. Travail de routine. Le bateau est neuf, mais l'entretien est permanent et se fait tout en naviguant. Les enjeux économiques sont tels qu'un bateau de cette taille ne peut s'arrêter qu'exceptionnellement pour réparer. Aujourd'hui, je crois que je vais répéter un diagramme, c'est l'image bien. Moi, je trouve qu'on arrive à des tailles où l'homme est un petit peu tout petit par rapport à ce qu'il regarde. Et ça peut être, disons, en manœuvre. Quand je suis tout seul ici, sincèrement, au beau milieu de la nuit, vous avez une alarme, il faut aller voir. Regardez ce truc-là, vous dites quand même tout seul là, bon. C'est sûr que j'appelle, on va venir me donner un coup de main. Hein. L'autre jour, ça m'est arrivé, je n'ai pas pu m'en sortir seul. Il a fallu qu'on vienne m'épauler. Mais c'est vrai que cette taille-là, ça commence à faire impressionnant. Imaginez-vous que si vous comparez ce navire avec une voiture, nous sommes maintenant dans un voyage de 10 jours. Pendant 10 jours, 10, ou nuit, pluie ou soleil, n'importe pas, imaginez-vous que vous allez à vitesse presque maximale, pédale à fond, aucune avarie, rien, tout tranquille. J'ai commandé 10 400 tonnes de fioul que l'on prendra à Rotterdam. Avec 10 400 tonnes, on doit être capable de faire tout le voyage prochain sans s'arrêter, sans refaire dans un autre port un approvisionnement. On consomme 280 tonnes de combustible et plus d'une tonne d'huile par jour. Je me dis, bon, si on continue comme ça, peut-être qu'effectivement, ma fille, là, qui a 8 ans, d'ici 15-20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il y a une réflexion à faire là, sur la vitesse des bateaux, la taille, la consommation. Je pense que ça va certainement arriver. Plus le bateau est gros, et moins les coûts d'exploitation sont élevés. La logique économique reste prioritaire chez les armateurs. Mais les officiers s'inquiètent et n'hésitent plus à en parler. Comme tous les soirs, Guy et Godelieve, les deux passagers belges du Nabucco, consignent les faits marquants du jour. Il ne s'est rien passé de particulier au cours de la journée d'hier, donc, si ce n'est que le soir, on a rencontré le plus gros porte-conteneur du monde et que nous étions aussi limite pour les photos, mais ça semble avoir marché et c'était vraiment tout de même un gros monstre. L'événement notable d'aujourd'hui, c'est qu'il a fait mauvais l'après-midi. Les derniers vents de la mousson et quelques remarques sur l'itinéraire vont permettre de noircir quelques lignes. Mais il y a aussi quelques réflexions. Nous payons tout de même un prix que moi j'estime être normal et correct. Mais si on fait le calcul, ce prix normal et correct doit tout de même payer la nourriture. Il me semble, doit arriver à payer la nourriture de l'équipage. Et les financiers disent, comme il n'y a pas de petit profit, ça ne les dérange tout de même pas fort et ça ne leur coûte rien. Tradition oblige, une soirée réunit tout l'équipage en plein milieu de l'océan Indien. Une soirée conviviale qui ne devra jamais dégénérer. Il s'agit de faire que l'usage de l'alcool à bord reste modéré. Pourquoi une clé? De temps en temps, il y a un petit peu de fauche. Donc on est obligé, sinon il ne nous reste rien pour le voyage. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont faim? Pas vraiment, mais il y a des choses qui sont rares, donc j'essaie de les prendre, quoi.
C'est pour ça. Entre les repas, on mange pas? Si, on peut manger, il y a toujours à manger. Il reste les gamelles du midi. Bon, normalement, on n'a pas le droit, mais on le fait quand même. Il y a toujours à manger, tu sais, toujours du yaourt, toujours quelque chose dans les frigos. Il n'y a pas de problème. Comme tous les dimanches, le chef a prévu de mettre les petits plats dans les grands. Au menu, langoustine, plat en sauce et tarte à la banane. Ça fait 3 ans que j'ai pas eu Noël. Donc. Vous avez fêté Noël à bord déjà dans le bateau? Ouais, souvent. Et là, ce coup-ci, je pars en vacances avec ma femme et on y va. Noël à bord d'un bateau, c'est un petit côté un peu dur quand même, non? Bah, disons que tout le monde s'amuse, sauf la cuisine. Parce que bien souvent, quand on a fini, on va se coucher, donc c'est toujours comme ça. Hein? Zef? De plus en plus coquin. En Bretagne, on mange avec les mains. Moi, en tant que bonne bretonne, effectivement. je mange avec les mains. Le moment du repas, c'est un moment de convivialité. Pour nous qui sommes français, c'est très important. Pour nous, c'est quelque chose de primordial. Et les officiers roumains, il y a une place pour eux à cette table ou pas? Bien sûr. Bien sûr, ils sont invités. Bon, ils ne viennent pas manger avec nous parce que ils préfèrent manger entre Roumains, mais ils sont invités en permanence. Ils ne sont même pas invités, c'est leur place, c'est leur place. Vous ne pourriez pas leur imposer de venir? Si, je pourrais très bien leur imposer, bien sûr. Je suis comment, je veux dire, bien sûr. Mais ça me donnerait quoi? J'aurais quelqu'un en face de moi qui me ferait la gueule. Doru, Lorenzo, Liviu, les officiers roumains du bord mangent à l'office. Ils invoquent la barrière de la langue. Pas facile de cohabiter. Nous sommes déjà habitués avec la langue française, mais à table, c'est vraiment plus facile de ne pas penser à rien, seulement de savourer quelque chose, seulement de manger, pas de traduire dans la tête les sujets de tout qu'on discute. Tradition d'un côté, volonté d'échapper au code et aux bonnes manières de l'autre. On se respecte, on se croise, mais l'univers du bateau reste cloisonné. Ce matin, Doru, l'ingénieur roumain, a fort à faire. Le circuit de réchauffement du fioul lourd est en panne. Une sonde est bouchée et il a dû mettre en service le circuit de secours. Un appareil vraiment sensitif, mais qui mesure une sorte de merde, la mazout, la qualité de mazout, la viscosité de mazout. Malheureusement, il avait se boucher vraiment vite parce que sur deux autres navires, j'ai fait peut-être un an sans démonter, sans toucher, sans rien. Maintenant, il est bouché. En théorie, il est en tout. Il a l'air moins sale que la dernière fois? Moins sale. Moins sale. Ok, donc. Au revoir. Doru va réparer seul et remettre en route le circuit d'alimentation. Doru a plus de 20 ans de métier et une véritable passion pour la mer. Mais toute médaille a son revers. De retour dans sa cabine, Doru va délaisser son ordinateur, le temps de se confier. Cette chambre, la cabine, il devient ta maison pendant un mois, 2 mois, 4 mois, 8 mois peut-être, il devient ta cellule. Et c'est vraiment difficile, honnêtement, c'est vraiment difficile. Ils sont embarqués à Havre, on n'a pas touché encore le quai, pas sorti en ville. Et nous avons fait une tournée chinoise, nous sommes maintenant presque d'Europe, on n'a pas touché le quai. Je pense que c'est un métier extraordinaire, mais c'est pas un métier d'une vie pour une femme et ni pour un homme. Ni pour un homme. Nous avons un peu détruit notre vie, oui. Nous avons un peu détruit notre vie, chacun. Détruit ou pas, visible ou pas, mais le problème, on existe. C'est une vie plus dure qu'à terre. Tu sens le blues chez certains? Ah oui, oui, ça se voit tout de suite.
C'est rare que ça se voit pas en fait. Et qu'est-ce que tu peux faire? Parler. Parler. Demander toujours, tous les jours, comment ça va aujourd'hui. Venez, on va parler 5 minutes, on va... C'est le mental, le moral. Ta vie est ratée. Raté pourquoi? Parce que j'ai navigué 20 ans, j'ai perdu 10 ans de marin avec des contrats pénibles. J'ai signé une chose et sur le navire j'ai découvert une totalement autre chose, comme je l'ai dit. J'ai perdu beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Aux premières lueurs de l'aube, les éclats d'un phare dans le lointain. Nous sommes au sud du Sri Lanka. Il est encore trop tôt pour identifier le petit point sur l'horizon. Un porte-conteneurs sans doute qui va vers l'Asie. Surprise, il s'agit de l'Othello, un autre bateau de la compagnie. Ouais, bonjour, c'est Yves là. Oui, salut, comment es-tu? Bon bah ça va, ouais, ça va bien là. C'est ton dernier voyage là? Oui, c'est mon dernier voyage là. Je pars en retraite en fin de tournée du Nord à Southampton. Oh bah ça va, c'est bien, ouais. Ouais, bah écoute, ça fait 35 ans que j'attends. Non, je plaisante, mais non, ça sera avec plaisir. Ah ouais, allez là, Paris là? Ben non, tu sais que bon, les seconds capitaines c'est toujours débordé à bord des bateaux, donc elle doit dormir actuellement. Elle dort, ah ouais, vous avez pas le même décalage horaire que nous là? Ben, pour nous il est 6h15 là. Ah ouais, 6h15, tandis que nous là on est en heure, nous il est 8h15, donc tu vois, je viens juste de me lever là. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah ça c'est les caprices du temps ça. Où est-ce que vous serez au moment de Noël et Nouvel An? Pour Noël, on sera au milieu de l'océan Indien là, et on devrait transiter Suez le 31 décembre. Ah bah donc, pas de chance alors. Bon, donc, ok, bah écoute, bonne fête de fin d'année malgré tout, et puis bah, peut-être à bientôt, et bonne continuation. Il est 10h du matin. Au carré de l'équipage, c'est l'heure de la pause. Ce matin, le Bosco et 6 marins profitent de la météo pour repeindre le bateau. Parce que je sais pas trop, c'est après le canal, ça va être un peu chaud. Apparemment, il y aurait une mauvaise finition de peinture sur ce bateau ici. Ah ouais. Il y a des endroits même qui sont même pas peints du tout encore. Ah ouais, j'ai 3 peintres sur le pont avec moi. Plus les timoniers, mon matelot, donc on peut se permettre de faire du travail, quoi. Le Nabucco a été lancé avant même d'être fini. Là où il aurait suffi de quelques jours à terre, il faudra des mois pour venir à bout des travaux de peinture. Ils finissent la 74 aujourd'hui. C'est terminé, il reste 2 ou 3 petits carrés à faire et puis ça va être fini ce matin. Je mettrai le peintre, là, le jeune là, à faire la 18 et puis les 2 autres à gratter le pont. On nous met 3 peintres supplémentaires, mais on n'a pas de karcher pour nettoyer le bateau. 2, on est toujours au pinceau, on n'a pas de pistolet. Je dis, on est avec des moyens archaïques et ils veulent qu'en 6 mois, tout ce qui n'a pas été fait au chantier, se soit récupéré. Et ben moi, je suis désolée, je suis pas la fée clochette, et ben j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Il reste moins de 2 jours avant d'arriver à Suez. La météo est au beau fixe et pour Marie, le second capitaine, les travaux de peinture sont devenus la priorité des priorités.